Bonjour à tous, aujourd'hui est Liberation Day, c'est-à-dire le jour où Trump va faire réellement ses annonces plus ou moins définitives sur ce que vont être les droits de douane prochainement. Il y a des bruits de couloir qui disent que ça va être Armageddon, il y a d'autres bruits de couloir qui disent que ça va être totalement indolore pour les marchés. Donc difficile, c'est-à-dire que les annonces seront plutôt soft, d'accord. Difficile ici de se positionner. Ce qu'on va aller voir ici, c'est à quelle heure ont lieu les annonces, qu'est-ce qu'elles pourraient être éventuellement, quelles pourraient être dans un cas comme dans l'autre, et bien les réactions tout simplement qui pourraient se produire sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, la structure en 4 heures sur Bitcoin. Excusez-moi, j'étais pas prêt. En gros, on a eu plusieurs choses sous les yeux, des choses intéressantes en retournement et des choses un petit peu moins intéressantes, on va dire, sur la manière dont ça a corrigé depuis la nuit d'hier. Grosso modo, on peut estimer que donc cette épaule tête-épaule qui était hier visible sur épaule tête-épaule inversée, qui était bien visible sur Ethereum et qui était moins visible sur Bitcoin, est en ce moment en train d'être au retest. Celle d'Ethereum est déjà un peu plus avancée dans le temps. Si jamais on la perce, pas très joli pour plusieurs raisons. Bah, d'abord, on voit que si on perd la ligne de coup, j'entends. Bon, on voit qu'on peut très bien réattaquer, enfin essayer de retrouver voilà la trend initiale. Et puis, on sait aussi que ça va être quand même une journée de volatilité, puisque encore une fois, il y a des annonces aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas, on a très bien touché, vous le voyez, le point pivot dont je vous parlais, c'est-à-dire les 85 473, qui était le point pivot vraiment de distribution. Donc en soi, on peut effacer toutes ces charts-là, et vous voyez que cette technique, un peu de cette idée de venir coucher une distribution et aller finalement derrière chercher le point pivot, est vraiment une technique relativement saine, etc. Là en plus, on y voit, à chaque fois en plus, comment dire, le point pivot correspond bien sûr à un endroit où on a rejeté sur la première trend. Donc en général, il correspond à un endroit où il y a eu une forme de consolidation. Donc ça devient assez logique que cet endroit-là devienne ensuite un niveau qui est difficile à passer. Donc ça, c'est touché. Il n'y a pas de souci là-dessus. On y est allé. Donc très bien. Voilà, joli. Hop, tout ça, ça peut dégager. Ça, on va le garder. Ça, c'est la target de l'ETE si on y va. Sur Ethereum, elle est touchée. Ici, c'était la target de ce bison en descente qu'on a littéralement touché aussi. Donc pour le moment, ça paraît plutôt propre. Ici, on revient retester un petit peu la traîne, le niveau. On peut aussi dégager celui-ci. Et puis voilà. Vous voyez aussi également, et je vous l'avais expliqué pendant assez longtemps, que toute cette zone pivot-là, qui était finalement une résistance par le passé, ici, on fait une petite déviation au-dessus, mais on considère que c'est quand même toujours une résistance. Ici, on arrive à s'en affranchir enfin. Et ici, bon, la réaction a été limitée. Plutôt, et bien pour le moment est en train de fonctionner, en tout cas je trouve, sur une inversion de polarité. En revanche, si on la passe, c'est très propre. Maintenant, il faut comprendre aussi que on est à l'approche de la grosse distribution. La grosse distribution, c'est quasiment une distribution weekly dorénavant. C'est-à-dire que c'est l'endroit où vraiment, pour le moment, on a toujours eu tendance à rejeter sur une sorte de ligne parfaite. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on est dans une forme de retest de ces choses-là. Hier, j'ai parlé donc de ce point pivot déjà, qui pouvait éventuellement être un endroit de rejet. On y allait un peu plus vite que ce que j'aurais pensé. J'aurais plutôt vu ça pour après-demain. Mais voilà, en soi, c'est propre. On peut très bien latéraliser en crabe ici jusque-là et ensuite voir ce qui se passe au niveau de cette trend-là. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'on fasse ça, justement. C'est-à-dire qu'on reproduise à nouveau une figure un petit peu bullish, en fait, sous-trend, une forme de correction sous-trend, et que là, il y a la petite explosion qui va bien. Vous voyez qu'on avait fait une correction sous-trend ici, mais qui n'avait pas fonctionné, mais que d'habitude, on va dire, cette trend a plutôt rejeté de manière violente, d'accord. La seule correction sous-trend ici qu'on a eue, n'a pas fonctionné certes, mais vous voyez qu'en gros c'est 1 sur 4. Donc j'aimerais bien voir moi qu'on latéralise jusqu'à cette trend là pour éventuellement la casser, ça serait une bonne chose. Et hier on a déjà parlé d'un éventuel rejet, je dirais voilà sur ces zones là à peu près, c'est-à-dire que je dirais que même si on pète la trend, la structure va essayer de
de rester vendeuse, entre guillemets, de rester baissière. Donc il va y avoir protection au niveau des deux pics que vous voyez là. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'aurais dit 91 et dans un deuxième temps, j'aurais dit 94. Maintenant, on est sur une journée qui va nous offrir de la volatilité. Et en l'occurrence, personnellement, en général, moi, j'essaye d'éviter de rentrer sur ce genre de journée. Comment expliquer ça? Je ne traite pas les jours de grosses news. J'essaye d'éviter de rentrer les jours de CPI, etc. J'essaye d'être déjà en position, en fait. Quand on attend une news de ce type-là, je me fais une idée d'abord et j'essaye d'être déjà en position avant que la news sorte. Donc d'avoir un point plus bas d'entrée ou plus haut si je suis shorter, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, que la volatilité de cette journée-là ne vienne pas altérer mes positions. Il est possible, il aurait été possible, par exemple hier, de dire, bon, on a des positions qui ont très bien fonctionné. Je vais vous montrer du coup, Ethereum par exemple. On va prendre cet exemple-là. On a des positions qui ont très bien fonctionné. Vous voyez que hier on était autour des 1929, qui était aussi un peu le point pivot dont on avait parlé, le tout premier. Pour moi, il y en a un qui est au-dessus, qui est 1984, et ensuite le suivant 2055, et encore le suivant qui sera dorénavant 2170. Mais on reviendra sur Ethereum plus tard. Ici, c'est pas l'idée. Ce qu'on voit tout simplement, c'est juste de dire, on aurait pu ici se dire, bon, dans ces zones-là, je sors de position et je re-rentrerai quand on aura passé cette journée fatidique de Liberation Day. Personnellement, c'est pas ma manière de faire. Mais vous avez des traders qui font comme ça. Et pour la plupart, d'ailleurs, c'est ce qui provoque en fait finalement les mouvements baissiers. Parce que si les annonces sont mauvaises, tout le monde préfère un petit peu sortir. Et là, spoiler alert, y compris sur S&P, en fait, tout le monde est sorti un petit peu pendant la nuit. D'accord ? Ici, vous avez les futurs sur S&P. Pour le moment, le marché américain n'a pas ouvert. Il va ouvrir à 15h30. On a changé d'heure, donc maintenant, il va falloir s'y faire. C'est 15h30 dorénavant. Et vous voyez ici les horaires de nuit qui sont matérialisés en bleu. Je ne sais pas si vous les voyez du coup avec la compression de vidéos de YouTube, mais globalement voilà. Ici c'est la clôture que vous voyez en rouge qui a eu lieu hier. Et globalement on n'a fait que descendre depuis la clôture. On a légèrement monté post-clôture. On est venu échouer finalement sur cet endroit-là où on fait un double top. Et depuis on dégage vers le bas. Donc les futurs sont extrêmement baissiers. Il faut faire attention, en tout cas je trouve, c'est mon avis, voilà. Il faut faire attention à pas se dire que c'est parce que les futurs sont baissiers, on va continuer à baisser sur Wall Street, sur la réelle session de Wall Street. Assez souvent, ça veut aussi dire que vous voyez que la clôture a eu lieu ici. Donc on va forcément, on ouvre dans 10 minutes, là, ouvrir en gap. Il y aura un gap qui va se créer ici. Vous comprenez que, donc ça c'est le futur, et vous comprenez qu'ici sur S&P, on a arrêté de coter hier à 10h, et en fait il va ouvrir par ici, si je me trompe pas, un truc comme ça, quoi. Ouais, ça légèrement en dessous, par ici. Et là en l'occurrence, voilà, il y aura un gap qui va se créer. En général, ces gaps sont fermés dans les 48 heures, pour preuve celui-ci par exemple, où le début de la session est baissière et ensuite on vient chercher le gap logiquement. Un petit gap ici, voilà, il y en a certains qui restent sur la route bien sûr, mais globalement en général c'est des choses entre les futurs sur S&P et les gaps qu'on vient chercher rapidement. Est-ce que ça veut dire que nécessairement on pourrait avoir un début de structure qui soit baissier sur S&P puis haussier dans la journée? Personnellement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les annonces en théorie seront malheureusement plutôt tard dans la journée, c'est-à-dire 4h Eastern Time, c'est-à-dire chez nous, si je ne me trompe pas, 22h, donc juste avant la clôture. Donc voilà un peu les infos, on va dire, de la journée. On sait qu'on a un S&P qui va ouvrir avec un gap baissier, qu'il pourrait combler dans la journée ou demain. C'est possible aussi qu'on ait une journée qui garde sa première direction, qui a priori sera au moins dans la première heure baissière. En tout cas, c'est ce que nous disent les marchés européens, c'est ce que nous dit, le reste du marché. On a probablement quand même pas mal de shorts à venir chercher sur S&P, parce que la news, elle est relativement connue pour être baissière, c'est ça que je veux dire. Donc, personnellement, je verrais bien un retournement à mi-séance, c'est-à-dire une première heure baissière, et ensuite on vient chercher le gap aujourd'hui. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sans commencer à voir un petit peu où ça va et quelle gueule ça prend. Pour le moment, en tout cas, vous voyez que ça part en parabole à la baisse, d'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça.
Donc voilà pour la vision S&P, on va dire. On va désormais aller travailler un peu Ethereum. On reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo sur des petites UT, histoire d'avoir un petit peu une idée. Grosso modo, Ethereum, bah, vous voyez ici un peu en gros la clôture hier vers 22h, hein, on était par ici. Et puis depuis toute cette nuit, ça a continué de baisser pour préparer un petit peu la journée, d'accord. Grosso modo, on a la trend la plus agressive qui est quand même cassée, ce que je trouve plutôt pas mal. Là, on est sur la TF 5 minutes, donc on est très serré. Ce que j'aime pas trop, c'est ça, hein, vous comprenez ici, cette épaule, tête, épaule, pour le coup. Parce que sur Ethereum, cette épaule, tête, épaule inversée là, sa target était là. Grosso modo, on peut estimer qu'elle a été touchée, d'accord. Ça a été fait hier soir, d'accord. Donc en gros, s'il nous dessine la figure inverse dans l'autre sens, bah, c'est plutôt un retour à l'envoyeur. Hein. Et retour à l'envoyeur, ici, vous comprenez que pour le coup, ça nous renvoie sur le bas. C'est-à-dire 1750, j'arrive pas à lire là. Ouais, 1754. Donc voilà, le plus bas local, on va dire ça, qui date de... c'est 1752, ok, qui pour l'instant n'a pas été touché. Donc on a quand même une petite poche de liquidité, en tout cas sur Ethereum, je trouve, à peut-être venir chercher, juste en dessous du low local, d'accord. Ce que j'appelle le low local, c'est ça, et là, vous voyez qu'on n'y est pas allé. Ça veut dire aussi que ça s'est quand même correctement défendu, qu'il y a eu un petit retournement, mais maintenant vous voyez que le fond, ici même, de la perte de cette accumulation-là, reste en soi baissier. J'aurais bien, moi, joué un retest, c'est-à-dire dire Ether va à 2070 et peut-être légèrement au-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de d'abord faire A, B et C pour passer un peu sous la structure, aller liquider un petit peu du long et ensuite faire le retest? Pour le moment, je ne sais pas. Donc hier, ça aurait été futé de sortir une partie de la position Ethereum. Personnellement, elle est pas énorme, donc je vais lui laisser une chance, d'accord. Je considère qu'elle elle peut performer derrière, donc je lui laisse une chance, et c'est pas une position qui va changer, entre guillemets, ni my life vers le haut, ni my life vers le bas, d'accord. Donc voilà pour Ether BTC en soi qui certes avait cassé sa traîne, mais là est en train de... Donc ce qu'il nous propose là, ce qu'il doit nous proposer, c'est ça, hein, Ether BTC. Sinon c'est encore des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas. Tant qu'on n'a pas pété 0,23, on reste dans l'idée que la structure est baissière sur Ether BTC. Maintenant il a quand même cassé une trend, donc ce qu'on voudrait le voir c'est retester, ne pas perdre le bas bien sûr, et venir ici chercher la target par exemple de cette épaule tête épaule si elle arrive. Et encore une fois, ici comprenez bien que dire que cette épaule tête épaule là arrive, ça veut dire tabler déjà sur le fait qu'on revienne ici, ce qui n'est pas gagné, et ensuite tabler sur le fait qu'on casse ici, ce qui n'est pas gagné du tout non plus. Donc ça fait un double si, qui sont en plus des conditions, je crois on appelle ça des probabilités dépendantes, si je ne me trompe pas, où il y a un terme pour ça. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si on ne remonte pas là, on ne casse pas là, forcément. Donc du coup, quand même, comprenez bien que voilà, c'est assez peu de chance. Mais il y a une belle imbalance ici, il y a une cassure de traîne, il y a un retest. Si le retest fonctionne, pourquoi pas? Pourquoi pas venir chercher la target de ces choses-là, c'est-à-dire une légère surperformance pendant un tout petit temps d'Ether contre Bitcoin. Maintenant, pour le moment, encore une fois, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Et à ce stade, je ne vois rien qui ne corrobore l'idée de ne pas faire un plus bas sur Ether contre Bitcoin, sauf la cassure de cette distribution-là. Ok. Total 3. Eh bien, ça a l'air de bien se faire déboîter aussi. Pour le moment, la structure n'est pas perdue. On est en train de perdre le momentum, là, donc attention. Grosso modo, en une heure, je dirais qu'il faut à minima venir péter la distrib qui est en cours, qui est un truc un petit peu comme ça. Ouais, si j'arrive à le mettre un petit peu mieux, voilà, un truc un peu dans cet esprit-là. Ça serait pas mal de, ici, juste dévier, tenir et repartir en haut. Je dirais, comme c'est de la dominance, hein, vous comprenez ici qu'on ne regarde pas des prix. Donc pour le coup, c'est mieux si les bas ne sont pas pris, d'accord. Comprenez bien ici que autant on a de la liquidité sur des paires, comme Bitcoin contre le dollar sur les paires, etc., sur des choses où on a de la liquidité là-dessous, autant sur de la dominance, il n'y a pas vraiment d'intérêt à venir chercher de la liquidation sous quelque chose, d'accord. On regarde ici finalement, dans le gâteau global crypto, quelle est la part des altcoins, c'est-à-dire tout sauf les stablecoins, Bitcoin et Ethereum.
il n'y a pas de raison d'aller liquider des choses, quoi, d'accord? Si on regarde un fond de tendance, on veut qu'il reste haussier, donc on ne veut pas perdre ça. Pour moi, voilà, je le vois comme ça. Voilà un petit peu pour la partie technique. On va désormais aller voir un peu les news et grosso modo. Alors, depuis hier, gouvernement, le 5 avril, il y aura un audit complet de tout ce qu'a Bitcoin, de tout ce qu'a, pardon, le gouvernement américain en Bitcoin et en autres actifs crypto. Ça va probablement être un moment aussi où on saura combien ils ont de Solana, combien ils ont d'autres choses, etc. Puisque c'est la première fois qu'il y a un audit réel qui est fait dans ce sens-là. Mort de Val Kilmer, moi j'aimais bien cet acteur personnellement. Donc voilà, du coup j'ai refait un petit tweet des familles. Voilà, aujourd'hui, bon, ça c'est une petite explication un peu de comment pourrait se passer la journée. Je trouvais qu'elle était plutôt cohérente, donc du coup je l'ai reposté également, puis c'était aussi pour pas oublier d'en parler, mais vous voyez que j'ai fait l'annonce directement dessus. Et les sorties ETF, 157 millions hier et 3,6 millions Ethereum. Cet article-là est un petit peu intéressant au sens où on voit que finalement la Chine avait énormément investi au Mexique pour ne pas avoir les droits de douane, puisque vous aviez plus ou moins une pseudo zone de libre-échange entre Mexique et États-Unis. Et vous voyez bien que ici, Trump, à cause de pas mal de choses, immigration, fentanyl, etc., est en train d'essayer d'allumer le Mexique potentiellement. Et vous voyez que ça met en péril un petit peu certaines choses de la Chine, puisqu'une partie de leurs usines avait été délocalisée au Mexique. Et finalement, la quantité de milliards qui a été investie là-dedans, peut-être que la Chine ne va pas s'y retrouver. On n'est pas sur des sommes non plus mirobolantes, 8 milliards, 8-9 milliards, quoi. Bitcoin, le choc géopolitique, pas lu. En tout cas, c'est intéressant, peut-être, de Alex Stachenko. Oui, ça, je pense que c'est un bouquin pour ceux qui s'intéressent à toutes ces choses-là, qu'il serait peut-être intéressant d'acheter. Crypto Traders Brace for Trump, voilà, tout le monde qui attend un petit peu le Liberation Day, terme qui a été fourni par la Maison Blanche, et qui est un petit peu, comment dire, antinomique. C'est comme, il y a cette idée ici un petit peu d'oxymore. Liberation Day, tarif, voilà, donc, et il y a un petit peu cet oubli, effectivement, de la réserve, des développements de la réserve stratégique de Bitcoin. Cynthia Lummis a beau essayer de continuer à battre le fer tant qu'il est chaud. Il n'y a pas énormément de news de ce côté-là. En ce moment, consensus 2025, toujours pareil, Liberation Day, Markets on Edge, d'accord, tout le monde qui a un peu les fesses qui font bravo en ce moment. Ici, visiblement, une victoire en Floride par des républicains qui sont pro-crypto. Ça devait être des élections anticipées ou autre chose. Nouveau risque au niveau des tarifs parce que l'économie change d'air. Et puis ici, bien sûr, les annonces qui théoriquement devraient être annoncées autour, vous le voyez ici, de 4h Eastern Time, donc 22h chez nous. Vous rajoutez 6 heures en fait, 16h plus 6. Maintenant, ça y est, on est repassé à l'heure d'été en France. Il y a des petits moments où des fois c'est un peu différent. Donc voilà, le changement d'heure ne se fait pas au même moment. Donc parfois, il y a des périodes où c'est un petit peu... Après, on serait habitué aux heures d'ouverture, etc. Mais voilà. Ici, voilà, la question ici, c'est quels pays vont être touchés, quels secteurs vont être impactés par les mesures de Trump, quand est-ce qu'elles vont être mises en place, etc. On nous a annoncé déjà que les tarifs qui étaient prévus allaient rentrer directement, en fait, tout ce qui va être signé, en fait, sur ordre exécutif direct. Mais on ne sait pas ce qui va être signé. On est en ce moment beaucoup, et le marché déteste ça, dans une politique un peu du gouvernement qui tweet. C'est-à-dire le gouvernement en même temps qu'il prend un décret, il le tweet, et le marché n'aime pas trop l'incertitude, ils n'aiment pas trop ce genre de choses. Donc voilà, est-ce que ça va être un carnage, ou alors est-ce que ça va être pas mal? J'ai vu passer des bruits de couloir, j'ai oublié de les retweeter malheureusement, voilà, mais qui disaient, en fait, il y a certains conseillers de la Maison Blanche qui finalement ont dit, nous on a vu ce qui allait réellement se faire, et ils ont laissé fuiter que ça allait très bien se passer pour Wall Street. Bien sûr, beaucoup de manipulation là, quand vous n'avez pas les sources, c'est toujours un peu la même chose. Je sais pas, il y a un mec du Wall Street Journal qui va dire non mais moi j'ai parlé avec un des gars de la Maison Blanche, on ne sait absolument pas si c'est vrai, si c'est vraiment des sources sûres, etc. C'est relativement
facile, hein, et Wall Street Journal de mémoire appartient à Bezos. Vous comprenez ici que il suffit de lancer un petit bruit de couloir, un petit truc, comme quoi ça va être cool pour que le marché se dise ah mais en fait peut-être que ça va être cool, etc., etc. Donc c'est pas ne croyez pas la presse ou c'est pas si, enfin d'une certaine manière en tout cas, ne croyez que vos propres convictions. Informez-vous un petit peu partout, bien sûr, et essayez de vous faire une idée au niveau de ces choses-là. Mais par contre, regardez comment le marché réagit et fonctionnez avec la réaction du marché, hein, quand même, d'une certaine manière. Grosso modo, en fait, en tout cas, quand même, il y a eu des très très belles corrections. On parle de trillions hein, de vendus. Maintenant, on parle de trillions de vendus, mais en termes de pourcentage, c'est pas énorme. C'est juste que la valorisation de tout ce qu'il se passe en ce moment est complètement délirante. Et pourquoi la valorisation de tout ce qu'il se passe en ce moment est complètement délirante? Tout simplement parce qu'on a imprimé, comprenez bien que 40% des dollars en circulation ont été imprimés dans les 4 ou 5 dernières années. Donc on a une masse monétaire qui n'est plus du tout en adéquation. Et c'est pour ça que là, par exemple, je viens de vous parler des milliards qui ont été investis au Mexique, et je vous dis 9-10 milliards, c'est pas grand chose. Voilà, on commence vraiment à rentrer dans des délires un petit peu délirants. Un des plus gros optimistes de Wall Street qui nous dit que les investisseurs devraient s'accrocher parce que Trump veut que la bourse nous fasse un rallye. Aucune idée de ce côté-là, hein. Franchement c'est toujours pareil, ça reste des gros titres. Oui, ça reste assez optimiste de dire ça. Moi, je pense que, en tout cas, il veut pas que ça crache. Ça serait pas un bon début de mandat hein, si jamais il se tapait un vrai crash directement. Je pense qu'ils sont quand même tous attentifs à ça. Ils voient très bien que il peut pas faire des annonces de malade mental, sauf à dire qu'il veut que tous ses copains achètent hein, à un moment. C'est-à-dire que ça reste une possibilité aussi. Hein, voilà, gros délit d'initié au départ, et puis ensuite. Mais je vois pas du tout l'idée ici, à la fois ni de ce gars-là qui dit ça, ni cette idée que Trump pourrait avoir envie de crash les marchés. C'est pas du tout, je pense, le délire. Il fait ce qu'il peut, il essaye de mettre en place une politique qui est la sienne. J'espère qu'il écoute un peu ses conseillers quand même, un peu plus qu'à son premier mandat. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est quand même très égocentrique, etc. Donc j'espère qu'il y a un petit peu plus d'ouverture due à la sagesse de l'âge. On va voir si c'est le cas, hein, tout simplement. Aujourd'hui, pardon, rapport ADP. Qu'est-ce qu'il nous dit le rapport ADP? Il a dû sortir en plus 8h15. Ah non, c'est un petit peu plus tard. Ce sera à 16h15 aujourd'hui, donc un peu plus tard, dans 45 minutes. Regardez de ce côté-là, vous aurez, si vous êtes au-dessus du consensus, potentiellement un petit directionnel sur, ce que peut nous donner la news du marché de l'emploi, donc le rapport NFP pour le coup. Le rapport ADP, en fait, finalement, c'est des meufs qui appellent plein de monde au téléphone, des grosses entreprises, ou souvent aussi c'est des entreprises qui sont directement payées pour répondre à une enquête, et elles disent, bonjour, est-ce que vous avez... Ah non, il est sorti 1h15 PM. 8 plus 6, 14... Ah oui, pardon, excusez-moi. Pardon, il est sorti. Donc du coup, consensus à 105 000 créations d'emplois. Et en fait, on a fait 155, donc une fois et demie de plus. Ça veut dire que le rapport, peut-être sur l'emploi, sera potentiellement bon ici. Et peut-être au-delà du consensus. Qu'est-ce qu'on a au niveau consensus? On a un consensus que le chômage reste à 4,1 pour vendredi. C'est-à-dire un plateau sur le chômage à 4,1. Moi, j'aurais bien aimé voir une légère augmentation. Et vous voyez que le rapport ADP nous dit que ce ne sera pas le cas. On sera peut-être même plutôt à 4%, voire 3,9%. Ce que je trouve pas être une très bonne news, dans le contexte actuel en tout cas. Vous avez ici deux curseurs pour ce qui concerne l'emploi. Vous avez... Le marché va à peu près bien, donc Powell va garder les taux hauts très longtemps. Donc une information à ce moment-là sur le chômage va devenir finalement une mauvaise information. Que le chômage diminue n'est pas une bonne information dans ce contexte-là, au sens où ça veut dire que ça donne toute l'attitude à Powell, qui je rappelle a un mandat qui est double, plein emploi et augmentation des prix à 2% annuel. Et donc du coup, voilà.
Donc, et je trouve qu'en ce moment, on a les tarifs qui sont certes une forme de menace, mais les chiffres ne montrent pas une récession imminente, en tout cas. Et on aimerait bien que les chiffres du chômage flirtent plutôt avec les 4,3, 4,5. Et ce qui mettrait en fait les menottes à Powell et lui dirait bah vas-y renvoie un peu de liquidité parce que c'est quand même chaud, d'accord. Et là pour le moment c'est pas ce qu'on a. Donc moi personnellement, en tout cas c'est mon avis, c'est ma lecture, je préférerais avoir plutôt des rapports chômagesques qui soient mauvais mais pas trop, d'accord. Si vous comprenez que du coup un rapport chômagesque très mauvais vous dit quoi? Eh ben, grosso modo, le marché doit s'adapter parce qu'il se dit ah, mais on est en train de licencier, donc il y aura peut-être moins de demandes plus tard, admettons, de gens qui ont des emplois, etc. Donc il y aura peut-être potentiellement en tout cas, c'est un indicateur de récession, de diminution de la croissance au moins. Et donc, du coup, potentiellement, toutes ces choses-là vont nous amener vers une récession. Et qu'est-ce qui amène une récession? Elle amène des mauvais earnings, hein, donc là on décale de plusieurs mois, mais le marché il a toujours 6 mois d'avance. Une récession nous donne des mauvais earnings nous donnent des mauvais bénéfices par action. Théoriquement, l'action doit s'ajuster et moins valoir. Donc c'est un peu, voilà, ici le curseur et les réactions du marché sont bien entendu relativement, je trouve en ce moment en tout cas, logiques, mais surtout elles ne sont pas... Si jamais on était en train de dire de partout, il va y avoir une récession, il va y avoir une récession, il va y avoir une récession, globalement, on serait plutôt content de voir un chômage qui sort plutôt à 3,9 ou 4 que le consensus à 4,1, parce que là, ça irait pas dans le sens d'une récession. Donc le marché serait en train de se dire, ah mais peut-être qu'en fait, il n'y aura pas une récession, donc du coup, effet inverse. Donc je trouve qu'en ce moment, donc il faut savoir en fait en ce moment, quelle est la narration du moment. Pour moi, c'est les tarifs, mais pas trop la récession. En tout cas, on commence vraiment à intégrer, il y a certes des petits signes de ralentissement, il y a certes des gros signes au niveau inversion des taux, etc., qui annoncent une récession plus tard, mais pour moi, elle sera plutôt décalée à 2026-2027. Et je pense que le marché pense un petit peu comme moi. On a une économie qui va bien, même Jérôme Powell le dit. Voilà un petit peu le point, en tout cas là-dessus. Et vendredi sera un jour important après aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la vol pour moi qui est de la volatilité un petit peu induite. Je suis étonné d'ailleurs si vraiment... En général, quand vous faites ce genre de politique, alors peut-être que Trump adore cette idée de se sentir tout puissant et de pas forcément communiquer avec ses conseillers, etc. Mais en général, déjà il y a des insiders qui ont l'info avant tout le monde, qui vont donc du coup faire bouger les prix parce qu'on partage avec les copains. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Donc on le sent un peu dans le marché, hein, que le truc va être haussier ou pas. Ça c'est peut-être une première chose. Deuxième chose, en général, on a aussi des fuites qui sont faites, et ça, pour ça, par exemple, Powell est plutôt pas mauvais, c'est-à-dire que globalement, le marché sait à peu près ce que Powell va faire à chaque fois. Il n'y a pas de surprise avec Powell, en tout cas, il n'y en a pas eu dernièrement beaucoup, il y a eu des fois, on a eu 0,50, oh mon dieu, au lieu de 0,25, mais en tout cas, grosso modo, tout ce qu'il avait laissé fuiter un petit peu à la fois dans ses discours, mais à la fois par ses équipes aussi, globalement, c'est d'ailleurs dans des moments où il fallait rassurer les marchés, ça avait fuité que les marchés pouvaient être rassurés, etc. etc. Donc malheureusement, c'est pour ça que globalement, ce qui a fuité pour le moment, ça va plutôt dans un sens de bruit couloir, de ça va être un carnage, et en même temps, on a d'autres gars de la Maison Blanche qui nous disent ça va bien se passer. Donc on a un peu les deux bruits de couloir, les deux rumeurs, d'accord. Donc voilà. J'en suis où? On a fini la news, je dirais que voilà. Attendons ce soir 10h et gardons bien sûr l'œil ouvert hein, ce soir. Donc voilà, tout à fait intéressant. On va regarder les liquidations du coup. 240 millions de liquidés sur la journée. C'est une journée plutôt péchue. Hier, on parle des dernières 24 heures bien sûr. Grosso modo, j'ai à peu près la même chose en short et en long. Vous le voyez hein, ici 130 et 111. C'est normal, le prix s'est un peu baladé en crabe. Il a monté il y a de ça 24 heures et sur les 12 dernières heures, il a plutôt descendu. 110 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on est dans la normalité. Là où c'est intéressant, c'est que Bitcoin et Ethereum liquide plutôt du short et on voit que la map, je dirais sur les altcoins, est quand même plutôt verte, donc on a liquidé plutôt du long.
Carnet d'ordre, c'est la même analyse que hier, c'est-à-dire il y a un peu de monde au-dessus entre 85 et 90, et un peu en dessous entre, je dirais 80 et 75. Marché en levier, ben, on a pris ce point-là qu'on avait mis en avant hier. Comment on s'est construit depuis? Bah, je dirais que là, c'est intéressant parce qu'on est shorté sur le top à nouveau. Hop. Et à l'inverse, on est très légèrement longué ici. Vous voyez que ici, le prix descend. Le funding est à l'augmentation. C'est très léger, mais c'est là. Donc du coup, on a un point de long à venir chercher. Je le remettrai, moi, par ici. Donc juste à regarder un peu l'histoire, là, ici, on pourrait se dire, tiens, on va aller... Je préférerais même d'ailleurs qu'on aille plutôt faire un tour sous la structure avant. Je parle de la structure intermédiaire, de celle-ci. Venir prendre les longues qui sont là-dedans. Après, ça va ensemble. Plutôt que de taper le top. Vous comprenez que si je tape le top en laissant du long ici, bon, ça peut éventuellement dire que c'est pas génial. On a aussi une belle épaule, tête-épaule ici en correction. Je préfère les voir en figure de bottom, j'en ai parlé hier, qu'en correction, mais voilà. Ah, je mets en pause une seconde. Voilà, high block. High block, alors bien sûr, sur 6 jours, c'est pas joli. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 jours, on était au même prix. Et que depuis, en fait, on est descendu, donc on a liquidé tous les longs, bien sûr. Et là, on est remonté, donc du coup, c'est pas joli. On a une poche de liquidité à 90 358. Si ça se passe pas bien, c'est plutôt là qu'on devrait se diriger, en théorie, hein, d'accord? Je vous ai montré ici qu'on était longué là-dessus. On voit ici, en tout cas de la part de iBlock, que déjà, il y a un ratio long-short. C'est pas un ratio long-short, c'est plutôt un delta de volume entre ce que l'algorithme de iBlock va dire, c'est-à-dire, lui, il pense que sur les 6 derniers jours, on a plus de volume à aller chercher, on le voit sur les bulles, hein, c'est pas la peine d'être Einstein non plus, à aller chercher en bas. Ici, là où c'est intéressant, c'est qu'il est passé rouge là, alors je sais pas pourquoi, ici on voit qu'il y a un petit point rouge. On va voir hein, si ça se confirme dans le temps. Sur une semaine qui ment rarement, je dirais que la direction elle est plutôt direction 88, d'accord. En plus, le fait qu'on ait temporisé d'une manière un peu correctionnelle, alors je vais quand même faire un refresh ici, histoire d'être à l'heure. Voilà, cette temporisation ici, sur zone, vous voyez qu'on a augmenté un peu ce qu'il y a à venir chercher au-delà de 86. Personnellement, moi, je trouve qu'on irait plutôt dans le sens de nettoyer la One Week jusqu'en haut. Maintenant, parfois, voire souvent, vous voyez que c'est assez souvent, vous voyez un directionnel haussier. En fait, les choses se font en A, B, C. Donc, du coup, c'est pas exclu non plus qu'il y ait peut-être un petit mouvement baissier ou que cette zone se défende. Hein, pourquoi pas aussi. On va quand même faire un tour sur la 24 heures, je dirais, la One Day. Là, vous comprenez qu'on est en 7 jours. On va chercher ici, on va regarder un peu comment se goupillent un peu les choses depuis les dernières 24 heures. Vous voyez que c'est mitigé. Hein. Il y a légèrement plus au-dessus, mais c'est quand même mitigé. C'est très mitigé. Et sur 12 heures, la fraîcheur ultime, d'accord, ici, vous comprenez que une bougie égale une minute. Sur 12 heures, je trouve qu'on est plus chargé longue. C'est rigolo, hein. Mais peut-être parce que aussi, on avait eu un prix haussier, finalement, sur, une partie de la journée. Et que donc, du coup, déjà, on est venu chercher un petit peu de short, bien sûr. Mais aussi, ça a fait rentrer le fait d'avoir des montées un peu larvées, pas extrêmement impulsives en tout cas. Et ça crée des poches de liquidité, bien sûr, au sud. Voilà, on va pas refaire le point sur les liquidités long terme, on va juste aller faire un petit tour sur la One Week sur Ethereum. Ethereum, jolie poche de liquidité ici à 1950. Pour l'instant, elle s'est bien défendue quand on y est monté ici. On voyait qu'on a croqué un petit bout là. Il a un peu mangé à la cantine, mais il s'est arrêté à 1933. On avait bien bouffé ici sur les 1860. Ethereum, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est soit le bas, hein, cette épaule tête épaule qui prend forme, et on vient chercher le bas. Donc ça se serait à ce moment-là très très bien défendu, soit 2000, 2050, hein, d'accord. En tout cas, sur la One Week, c'est ce qui semble transpirer de ce qu'on peut regarder. Voilà, pour le moment, je dirais que sur Ethereum, ça serait bien. On va ici, du coup, 1h, 30 minutes. 1h, ouais, 1h, il est dommage qu'on n'ait pas la touchette avec ici.
4 heures, c'est un peu, 4 heures, c'est un peu long. Hein. Allez, on va le mettre en 1 heure ce niveau. Malheureusement, il y a cette petite bougie là ici qui nous empêche d'avoir des touchettes un peu partout. Vous voyez que j'aurais préféré le mettre par là. Mais il faut rester intellectuellement correct avec soi-même, d'accord? Donc ici, c'est un niveau 1 heure. On va effacer l'autre. La ligne de coup de l'épaule tête-épaule, là, qui était un niveau 1 heure aussi, qu'on avait dépassé. Parce qu'il a été clôturé. Je vais y arriver à mettre ce niveau en 1 heure. Comme ceci. Et là, donc du coup, on peut dégager celui-là. Voilà, ça a été, on la voit, le TE, hein, on voit qu'elle a été testée, etc. Donc, grosso modo, si jamais on perdait cette TE-là, à la baisse, j'aimerais bien que ça soit un SFP, c'est-à-dire que ce soit juste une prise de liquidité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ici, le prix nous dit juste, je viens prendre ce qui se passe un peu là-dedans, voire potentiellement réagir dans cette zone-là. Mais je le fais vite, en fait, c'est-à-dire que c'est tout de suite racheté. Et en 1 heure, si ça se passe comme je voudrais, on aurait juste une mèche, en fait, là-dessous, d'accord? Donc, en fait, finalement, c'est ce qui permettrait de, juste que la liquidité, ça s'appelle un SFP, donc un Swing Failure Pattern. Vous avez une pattern qui vous donne quelque chose de chartiste ou de retournement. C'est pas la question chartiste ou pas chartiste, ou simplement celui qui voit la structure, il voit que là, en fait, vous avez une continuation de structure. Si jamais on ne prend pas ce top-là, c'est une épaule tête-épaule, certes, mais que vous l'appeliez un top, un retournement de la structure, un boss, un cos, grosso modo, ça reste une épaule tête-épaule. Vous pouvez, ici, moi je trouve, en fait, en tout cas, qu'en trading, on regarde toujours à peu près les mêmes choses. C'est juste une histoire de vocabulaire. Donc il n'y a pas un truc qui marche ou un truc qui marche pas, c'est la même chose qu'on regarde tout le temps, en fait, vraiment. Et y compris, comment dire, j'ai fait une vidéo assez complète, je pense, là-dessus, sur quand est-ce qu'on doit utiliser, pour moi, le chartisme, et quand est-ce qu'on doit utiliser... donc le chartisme, moi, j'utilise dans un directionnel déjà très puissant, parce que je considère que c'est ça qui, en général, fonctionne. Et en ce moment, je dirais que depuis un certain temps, on est sur... pas du tout là-dessus. On est plus sur un marché de liquidité qui va venir prendre sa liquidité, etc. un peu de partout, mais peut-être un peu moins sur un directionnel puissant. Sous-entendu, vous allez utiliser le chartisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on l'avait beaucoup utilisé pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne à ce moment-là. Typiquement, quand on avait eu ces directionnels ici très puissants, d'accord. Là, je vous montre sur Ether, mais voilà, ici, en gros, par exemple, on avait vu ce flag, on avait dit, directionnel, il est péchu quand même, ça, c'est plutôt correctif. On va faire la même chose, c'est-à-dire on va reproduire. Là, on avait pris un super trade sur Ether, je me rappelle très bien, où on était rentré sur les 1000 $ pour sortir autour des 2000 parce que il y avait ce directionnel, d'accord. Ici, un petit peu même chose, on a ce truc quand même assez correctif, bam, bam, hop, directionnel à nouveau, ok. Là, je dirais pas que... je peux pas dire que le directionnel est... Si, sur Ethereum, il est extrêmement baissier. Mais... ce que je veux dire par là, je peux pas dire qu'il est altéré ou quoi, on est juste sur une énorme correction dans une UT plus importante. Savoir si on se retourne et qu'on va venir perdre 900 $, ou savoir si on a cette information de perte de la structure ici, enfin de perte du momentum, on montait selon une droite et pour le moment, vous voyez qu'elle est complètement perdue. Et sur Ether, comment expliquer? Si on est quand même dans un directionnel plutôt baissier, alors je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que j'entends par là, c'est ici par exemple, si vous voyez un range, typiquement par exemple, vous avez un double top ici, d'accord, qui pourrait correspondre à une figure chartiste, typiquement. Et le fait de dire ici, on est en train de faire un SFP, donc on va réintégrer 2170 par exemple, ou on est en train, donc ici c'est un swing failure pattern, ce double top n'ira pas à sa target. Je rappelle que si on prend juste la target de ce double top là, ce double top ici, voilà, grosso modo, Ether nous dit qu'on va à 1000 $. À l'inverse, on redescend vers le bas. C'est possible. Pour le moment, je dirais que c'est de plus en plus même quelque chose qui est dans les tuyaux. Parce que la réaction ici, elle se fait un petit peu attendre, vous le comprenez, d'accord. Grosso modo, j'ai pas un truc impulsif qui me renvoie là-dedans, typiquement une mèche également, sur de la grosse UT. Par exemple, admettons si on se met en mensuel. Comprenez qu'en mensuel, je prends le niveau mensuel ici. Il est là, il est déjà là. C'est celui-ci, c'est 2563. En mensuel, ce niveau-là, 2563, il est perdu. Regardez, on a fait une bougie en entière en dessous. On a hard closé ce niveau.
d'accord? Donc du coup, quel est mon prochain niveau mensuel, en gros, que je dois pouvoir récupérer? Bah, c'est quasiment une avalante, d'accord? Je n'ai pas autre chose. Vous voyez qu'il y a des touches ici. Il y a des petites touches, d'accord? Là, ici. Le niveau tient. Mais là, on vient littéralement de faire un mois en dessous. Donc la seule solution pour Ethereum, je dirais, c'est que le mois d'avril avale littéralement tout ce qui s'est passé au mois de mars. Et qu'on regagne ce niveau pour dire, ok, c'était un SFP. On a pété la ligne de coup de ce double top, on a réintégré. Voilà, c'était une parenthèse que je fais qui, ici, au plus vous élargissez, au plus, si ça se fait en weekly, c'est beau. Au plus vous élargissez les choses, au plus vous passez effectivement, et vous devez commencer à accepter que le directionnel est baissier. Donc du coup, jouer le chartisme, entre guillemets, mais plus à la baisse dans l'autre sens, d'accord? Pour le moment, j'en suis pas encore là, moi, ni sur Bitcoin, ni sur Ethereum, parce que je considère pas qu'on est en bear market, et je considère pas. Mais vous voyez ici que on commence à être à deux doigts de le faire. Et en soi, ça répond aussi également énormément à une des questions qui est par exemple ce flag. Est-ce qu'on doit le jouer à la baisse, quoi? Je veux dire, au moment où on le perd. Nous, on l'a fait en prenant des profits sur des longues avant que quand le flag allait casser, quand on sentait qu'il allait casser, d'accord? Ici, ce niveau-là, ça paraît normal qu'il provoque une petite réaction, voilà, on la joue, mais vous comprenez bien ici que ça, c'est correctif, voilà, il y a désormais quand même il y a toujours un moment où vous changez votre fusil d'épaule, et là, en l'occurrence, pour moi, c'est le moment où on perd ici, d'accord? Et pareil sur Bitcoin, il y a un petit moment de switch quand même et de grand doute, qui est le moment où Trump fait son annonce sur la réserve stratégique et qu'elle est pourrave, d'accord? Les annonces sont pourraves. Excusez-moi, moi je le vois comme ça. Enfin, après, c'est ma façon de lire les choses, mais en gros, il dit on vendra pas les 200 000 bitcoins qu'on a déjà. Bah, j'espère bien, putain, t'as été élu en partie là-dessus, donc t'es gentil, mais voilà. T'es pas en train de dire qu'on va en acheter. T'es pas en train de dire qu'on va en acheter, quoi. Voilà, bon, en gros. Alors tout le monde s'attendait à ce que tu fasses ça. Grosso modo, voilà, on est au contact, là, ici. Ça me paraît rapide pour y être, mais on y est. De la trend. On va voir un peu comment ça se goupille de ce côté-là. J'ai du mal à dire si, tout cela est très impulsif. Pour le moment, on tient une belle trend, en tout cas. Et j'ai du mal ici à dire que c'est le cas. Vous voyez qu'on va bientôt aussi arriver à la target de l'ETE, puisque là, dans la dernière heure, visiblement, on a bien monté. Enfin, pendant que je parlais avec vous. On a un peu cassé ce flag. Grosso modo, dans les petites UT, on voit quand même c'est plus impulsion vers le haut, correction vers le bas, impulsion, correction, impulsion supplémentaire. On va voir ici, encore une fois, jusqu'où ça va. On est dans les positions. Personnellement, je ne change pas le plan. C'est-à-dire que on avait déjà pris des profits au contact de la traîne ici. Je ne vais pas en reprendre là parce que ça me paraît pas cohérent. J'ai pas augmenté ma position sur Bitcoin. J'ai déjà des runners, des choses comme ça, etc. qui sont censés aller plutôt dans ce sens-là. En revanche, on a doublé la position sur Ethereum, mais on n'est pas extrêmement exposé en ce moment, sauf avec des runners. Les runners correspondent à des gros sous, hein, d'accord, on est bien d'accord, même si c'est des tout petits runners, ils ont tellement poussé en termes puisqu'on est sur des x25, x30, ils ont tellement poussé en termes de taille, que ça correspond quand même, ça commence à correspondre à des jolis perfs. Donc voilà, sur Ether, que en ce moment on essaye quand même de jouer, quoi. Bon, là c'est bien, par exemple, je vois que le niveau tient. On n'a pas dévié dessous, ça aurait été encore mieux, hein, d'aller faire un petit tour et de reprendre. Ici, bon voilà, ça semble tenir. Voilà. On va voir ici, encore une fois, il y a peut-être ici une news parce que ça semble assez sharp. Hier, j'en cherchais aussi. Par exemple, là, hier, j'en ai pas vraiment trouvé. Ni là, mais il y a probablement des petites choses ici qui se trament quand même. Restez bien attentifs à 22h. Regardez bien ici où se trouve la liquidité aussi sur des petites TF. C'est une journée qui va être extrêmement volatile. Attention à ce type de choses aussi, c'est-à-dire clac, clac et clac, par exemple, hein, d'accord, et plutôt clac, ok.
voilà, ne vous faites pas avoir par des mouvements de hausse subite. Donc voilà, grosso modo, moi, et vous faites pas avoir par des news aussi. Grosso modo, moi, je préfère encore une fois, je préfère entrer en position avant les news. Je pense que c'est plus ou moins d'ailleurs le thème, on va dire en termes didactiques de cette vidéo, qui est de dire, moi, les jours de news, je préfère être déjà en position avant que ça se passe, m'être fait une idée avant. Typiquement, par exemple, on a joué le retournement du CPI, on a joué un FOMC qui soit plutôt bon, etc. Ces choses-là, on les a jouées, d'accord. Donc le retournement du CPI, grosso modo, vous l'avez eu finalement... pardon, je suis trop zoomé là. Le retournement du CPI, c'était le début en fait de la structure. Ça, c'est le... petit peu du mal. Ça, c'est le CPI, grosso modo, de 11 mars. C'est le CPI de mars, ok. Ça, on l'a joué, on avait senti que ça allait se retourner ici, dans cette zone-là. On avait senti le niveau 1 heure, on avait senti des tas de choses. Donc, du coup, là, je monte sur Ether, mais ça pourrait être sur Bitcoin. On a joué quand même toutes ces choses-là. Maintenant, on retourne à l'envoyeur sur fond de tarifs. C'est pas ça qui doit enlever l'idée que l'inflation est à 2,5, elle est plus à 2,8, d'accord. Et il est possible qu'au prochain CPI, l'inflation sera... j'ai dit 2,5 ? Non, elle était à 2,8 et elle est prévue à 2,5, autant pour moi. Donc au prochain CPI, l'inflation sera probablement à 2,5. Donc on est quand même sur une trend où on perd 0,3 par mois. Et c'est plutôt encourageant pour à la fois faire un soft landing. On va rajouter landing parce que sinon ça fait stop loss. À la fois faire, ça peut nous porter malheur cette histoire, à la fois faire un soft landing, donc atterrir en douceur l'économie sans récession, malgré des taux qui ont monté très, très rapidement et qui depuis en fait finalement ont fait ça. Vous m'en conviendrez. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse ça maintenant, et pour le moment, ça ne veut pas le faire parce qu'on n'arrive pas à faire le dernier pourcent. Donc contexte quand même plutôt favorable puisque en restant ici en plateau, l'économie ne s'effondre pas. On parlait tout à l'heure de récession. Il y a des petits signes, mais on n'est pas sur le GDP est pas en train le PIB n'est pas en train d'éclater vers le bas, etc. Et voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, ce qui serait le Graal, bien sûr, à la fois un retour de la liquidité et en même temps sans récession, en tout cas pas tout de suite. Ok. Donc, pas de récession et une baisse des taux en même temps. D'accord. Ce qui voudrait dire que pas mal de choses sont plus ou moins seraient haussières d'une certaine manière. Les tarifs sont bien sûr une mauvaise nouvelle parce que bien sûr les tarifs sont inflationnistes. Maintenant sur le dernier mandat de Trump, il y avait eu des tarifs, il n'y a pas eu nécessairement énormément d'inflation derrière. Et puis, est-ce que réellement ces tarifs vont être si importants que ça et est-ce qu'ils vont être effectivement appliqués? C'est une bonne question. Et est-ce qu'ils vont avoir un effet direct, je dirais, aussi sur l'inflation? Est-ce que avant ça, Powell va pas toucher les 2%? C'est vraiment des questions. Combien de temps vous mettez, par exemple, je sais pas moi, à produire combien de temps vous mettez à produire une voiture? Moi, je vais commander ma voiture aujourd'hui. Elle me sera livrée probablement dans 8 mois. Les matériaux sont déjà achetés pour cette voiture-là. Donc, admettons que... Je prends un exemple, mais admettons qu'aujourd'hui, les tarifs donc, sur le aluminium, steel, etc. sont appliqués. Je décale de 3 mois, on va dire, pour acheter les matières premières, etc. Donc, mes sous-traitants augmentent leur prix, au final, par rapport aux tarifs. Ça nous met déjà en juin. Derrière, vous commandez votre voiture en juin, du coup, et c'est là que sont répercutés les coûts de nanan. En soi, vous êtes livré de votre voiture encore 6 mois après. Voilà, vous êtes plutôt en décembre sur une réelle reprise de l'inflation à cause des tarifs, si encore une fois ils sont appliqués. Et je pense qu'une
bonne grosse partie des tarifs sont en fait juste des moyens de négociation et de montrer un petit peu les dents. Maintenant, je peux me tromper, je me trompe parfois, je me trompe même grosso modo, je me trompe à peu près une fois sur trois, mais c'est des choses sur lesquelles vous devez avoir votre propre avis, hein, j'aurais même envie de dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Grosso modo, le scénario, puisque j'ai beaucoup ici développé, mais j'ai pas donné mon scénario privilégié. Moi, je verrai pas dans cette journée d'incertitude, pardon, je verrai pas le truc cassé quand même. Bon, d'accord. Je verrai quand même plutôt un retracement. Est-ce qu'on perd le lot qui est là, c'est-à-dire 81 003 aujourd'hui, ou est-ce qu'on le tient? Pour moi, c'est ça la grosse question. Et puis, est-ce qu'on vient attaquer les lots qui seront là? Pour moi, ça va dépendre du coup de la news. On sait qu'il y a une poche de liquidité ici, donc entre 78 et 80. J'aurais quand même hein, on a touché le point pivot qui était là. J'aurais quand même, moi ici, tendance à dire légère correction et au moins on casse la trend, au moins temporairement. C'est-à-dire revenir checker cette zone. Je reste sur le scénario un peu que je m'étais donné hier. Donc peut-être court terme, un petit peu de baisse par rapport à la journée, comment elle se passe, etc. Et derrière, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'autour du 10 avril, on sera dans la zone des 90. Et ensuite, c'est le CPI qui fera le reste, c'est-à-dire que après, ça pourra peut-être nous sembler évident que le CPI nous emmenait suffisamment sur un plus gros flag ou autre. Hein. Ici, on a eu ce biseau qui a plus ou moins fait son taf. On est quasi retourné en vague 2. Mais un plus gros flag ou autre chose, peut-être pour une correction plus importante, et ou un retournement de structure pour venir prendre le top. En tout cas, la zone vraiment hyper importante à regagner, et rapidement, et pour le moment c'est pas du tout rapide, ça ne se fait pas rapidement, ça c'était très encourageant, quand on retourne au 96 ici en quelques jours, hein, puisque vous voyez ici, on est en daily, vous avez un support daily qui avait quasi tenu, support weekly plutôt, là, c'était en weekly à l'époque. À l'inverse, par contre, ici, revenir et rejeter, c'est un très beau flag, c'est une très belle structure de continuation, donc avec une A, une B et une C. Une A en 5, une B en 3, une C en 5. Logiquement, comme ça doit plutôt se faire d'habitude, et là, pour le coup, on peut viser quand même des endroits un petit peu plus bas. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, lien, affiliation, etc., mécénat, chirurgie cardiaque, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à donner de la force avec des commentaires, des likes, ce genre de choses. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Attention à cette journée qui s'annonce quand même assez volatile. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui me permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, tiens, boisson énergisante, est-ce que vous en consommez de temps en temps? Personnellement, moi, je me fais un petit Red Bull quand je sens que ça va être... par exemple, je sors du sport, j'ai un petit coup de mou. Je me fais un petit Red Bull, ça me fait un petit fond de caféine. Mais j'en consomme pas beaucoup. J'en consomme, je dirais, peut-être un toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ici, vous avez le code d'affiliation sur Bluffin, si ça vous intéresse. Globalement, c'est le même sur pas mal d'exchanges, Mex aussi, Qcoin, etc., etc., etc. Et encore une fois, tous les bénéfices sont versés à mécénat chirurgie cardiaque. Portez-vous bien d'ici demain et à très bientôt. Ciao, ciao.